Voilà, je vous propose qu'on commence On commence? maintenant, dès maintenant, déjà parce que c'est un sujet passionnant. Je le sais d'avance, donc on va essayer de ne pas se laisser déborder par le sujet et aussi parce que j'ai fait une promesse solennelle, comme on dit en France, une promesse solennelle à Maurizio qu'on ne dépassera pas 22h30 car il a encore un autre événement après. Alors, Maurizio, je crois que pratiquement tout le monde parmi vous maintenant le connaît pour l'avoir rencontré à Paris, l'avoir rencontré dans l'écran, être à l'Assemblée générale, au dernier colloque aussi où il était avec nous. Il nous a rejoints aussi sur les groupes cliniques et il est très présent sur le CRIVA, ce qui est une très grande chance pour nous, malgré l'immense distance géographique, mais on sait qu'on a une très grande proximité de transfert de travail à la voix et la psychanalyse, et on peut dire un transfert de cœur dans l'amitié, parce que vraiment, ça a été une très belle rencontre depuis plusieurs années maintenant. Donc, je le redis, bien, pour tout le monde, Maurizio Malisca donc, nous vient du Brésil, à Florianopolis, une très belle île à 1 heure d'avion de Rio ou à 1 heure d'avion de San Paolo. Et il est psychanalyste, donc dans la ville de Florianopolis, où il a une très grosse clinique. Et il est membre de la Maiotica Florianopolis, qui est une institution psychanalytique. Et je crois que tu as été pendant un temps, tu as dirigé, hein, tu étais président de Oui, cette ouais. association. J'y étais à une époque où tu m'as invité d'ailleurs. Quand j'allais à Florianopolis à parler, c'était formidable. En une semaine, il y avait 3, 4 interventions à l'université, dans le groupe psychanalytique et aussi avec les étudiants d'une école doctorale, parce que je le redis très souvent, il y a, avec ce que nous avions à Paris 7 et ce qu'a fait Jean-Michel Vives à Nice et Maurizio, je crois qu'on était les 3 écoles doctorales où voix et psychanalyse étaient une possibilité de domaine de recherche, mais en sachant que Maurizio relie aussi la linguistique, non pas la linguisterie, comme disait Lacan, mais la linguistique, et avec des enseignants passionnants que j'ai pu aussi rencontrer et qui chantaient bien, je me rappelle, après quelques vers, près des petites cabanes de pêcheurs. Oui. Donc, il est aussi membre fondateur du coup et vice-président du CRIVA, hein, parce que l'idée nous est venue de travailler ensemble pour faire un prolongement pour moi de l'université. Et il est donc docteur en linguistique et psychologie et professeur de psychanalyse à l'Universidade do Sul de Santa Catarina. Alors, je continue avec lui maintenant depuis, je ne sais pas, il faudrait qu'on calcule, je crois que c'est 15 ans, un dialogue et vraiment des échanges sur cette question du lien entre voix et psychanalyse. Et même si le terme anthropologie psychanalytique n'est pas forcément utilisé par lui, moi, je l'ai vraiment vu à l'œuvre dans son université, puisque j'ai découvert des étudiants qui n'étaient pas forcément en psychanalyse, eux-mêmes, qui n'avaient pas connu l'expérience du divan, mais qui, on va dire, inspirés par le savoir analytique, avaient des objets de recherche vraiment semblables à ceux que nous avons dans l'anthropologie psychanalytique. Je me rappelle du côté politique, du côté du cinéma, ce qui donnait vraiment une grande extension, non pas de la psychanalyse appliquée, vous savez que nous nous en défendons, mais voir comment le social, l'anthropologie rencontre la psychanalyse au cœur de certains objets et certaines situations sociales. Voilà, alors le titre qu'il nous a proposé pour aujourd'hui m'a tout de suite intriguée et passionnée. Je me suis retrouvée à beaucoup travailler, en reprenant bien sûr Destin, Pulsion et Destin des pulsions, puisque son titre, c'est Destin de la pulsion invocante à la fin de l'analyse. Donc, je crois que nous avons tous lu ce livre de 1915 de Freud, Pulsion et Destin des pulsions, qui est quand même le premier grand chapitre d'un livre qui devait s'appeler Métapsychologie et qui devait avoir 12 chapitres, et pour lequel Freud a construit 5 chapitres. Destin et pulsion des destins était donc le premier grand chapitre, et puis après il y avait donc un autre grand chapitre qui va tout à fait d'ailleurs avec celui-ci, qui était sur l'inconscient, le refoulement que vous connaissez,
Deuil et mélancolie, hein, sur lequel, en tout cas dans nos séminaires, on a beaucoup travaillé sur la mélancolie. Et puis le cinquième, c'était un retour à la théorie du rêve, puisque là, c'était un essai sur le complément métapsychologique à la théorie du rêve. Alors, dans ce terme métapsychologie, c'est très intéressant, c'est presque comme une sorte de moment de conceptualisation, de traité théorique, j'allais presque dire, moi j'aime bien le côté grammaire de l'inconscient, qui permet à un moment de voir comment est structurée la psychanalyse et la théorie de l'analyse même, issue de la rencontre clinique, bien sûr. Alors, dans ce livre de 1915, c'est très important parce que, à l'ombre de ce livre, il y avait eu en 1914 l'introduction au narcissisme. Et c'est toujours intéressant de voir comment les livres se relient, font chaîne aussi entre eux, chaîne de savoir. Et le fait que Freud pose, certes, il conceptualise la pulsion qui était dès le début de son enseignement et même dans les lettres à Fliss, où déjà il parlait de sublimation, qui est un des destins de la sublimation, hein, vous connaissez de la pulsion, vous connaissez l'énorme transfert de Freud à Léonard de Vinci, j'allais dire qu'il lui a inspiré ses plus beaux textes, où on sent à la fois le transfert à l'artiste, le transfert à l'art, mais où aussi, j'allais dire, Freud sublime la question de la sublimation et commence à la conceptualiser. Alors, ce qui est très important pour nous en français, je ne sais pas quel est le terme que tu as en brésilien, hein, je repense à toutes les discussions qu'on a pu avoir sur la traduction avec Maurizio, c'est que nous sommes gênés, nous, par la traduction du mot Schicksal en allemand, qui est que nous traduisons par destin. Il faut, je ne sais pas si tu sais que pour nous, Maurizio, quand on parle du destin, c'est par exemple quelque chose que des mélancoliques peuvent opposer à un travail sur le désir et sur la subjectivation, parce que tu vois, ils vont dire, moi je connaissais quelqu'un qui avait même une sorte de tic, comme si elle pleurait en faisant, et qui disait toujours, c'est le destin. Tu vois, quand on dit, c'est le destin, je peux rien y faire, c'est le destin, tu vois, avec ce côté très triste. Donc il y a un côté d'un destin fataliste. Le destin peut être entendu comme ça, c'est une fatalité. Qu'est-ce que moi, sujet de l'inconscient, je peux faire face à un destin? Pas grand-chose, c'est le destin. Alors, c'est un mot difficile, lourd pour nous dans la traduction, puisque en allemand, le mot Schicksal a plus l'idée d'un événement, un avènement. Voilà. C'est-à-dire le destin, dans le sens de l'allemand, c'est ce qui m'arrive. Voilà. Il m'arrive quelque chose. Voilà, alors on peut très bien entendre, on peut dire, ah, le Covid, c'est le destin, on ne peut pas travailler. Eh bien non, là, on voit combien la pulsion se redresse. Il y a un écran, il y a de la parole, il y a du désir, il y a du savoir, et il y a peut-être le Covid, mais vous voyez ce que nous faisons du destin. Alors, ça nous arrive, le Covid. Mais vous voyez bien qu'il y a une passivation devant ce destin qui nous arrive, d'où cette question aussi de la question du masochisme qui travaille aussi à l'ombre de pulsions et destin des pulsions. Alors, je ne veux pas être très longue là-dessus, mais déjà, c'était pour faire sentir à Maurizio que quand tu dis destin, la pulsion invocante, tu vois, c'est presque comme si à la fin de l'analyse où le sujet peut advenir, en tant que sujet, il était rejoint par un destin de la pulsion invocante. Alors, bien sûr, bon, je ne sais pas comment tu vas prendre le sujet, mais je me disais, et je crois qu'on l'a, plus d'un parmi nous l'a vécu, tout ce temps où la pulsion invocante nous a permis d'invoquer l'analyste, de l'appeler, de nous adresser à lui, de nous sentir appelés par l'analyste, sentir l'analyste qui appelait une autre dimension de nous-mêmes, avec une présence d'un grand autre, de savoir ou autre, il y a ce moment où quand on quitte ce lieu de l'analyse, effectivement, comment la voix va venir animer la parole à d'autres. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous nous installons aussi du côté de la transmission et qu'il y a l'analyste aussi qui endosse autrement la pulsion invocante. Mais ça, on y viendra peut-être dans la discussion parce que ça m'a beaucoup posé de questions. Alors, ce qui est important, c'est que je vous renvoie à ce livre qui nous permet aussi d'entendre ce que Maurizio va nous dire, surtout que la pulsion invocante, elle n'est pas prévue
par Freud au chapitre des pulsions, et que parmi les destins de la pulsion, hein, qui sont le refoulement, la sublimation, on va dire c'est les deux grands destins. Bon, alors, vaut mieux espérer qu'à la fin d'une analyse, on n'en soit pas encore au refoulement. La sublimation, on l'entend arriver, mais il y a aussi le retournement sur soi, le renversement, et ça, quand même, ça nous fait tout de suite penser à la façon dont Lacan a repris la question de la pulsion en pensant, lui, j'allais dire vraiment face à face avec la pulsion, à conceptualiser autrement que ne l'avait pensé Freud, le retournement. Donc, il y a un destin théorique de la pulsion freudienne qui trouve un autre sens chez Lacan, ce qui nous intéresse, puisque la pulsion invocante, elle est conceptualisée par Lacan, et que personnellement, vous savez, j'y reviens chaque fois dessus comme mon énigme personnelle que je n'ai pas fini de creuser, mais je le redis encore et encore, puisque Lacan, il y a un destin de la pulsion invocante dans le discours de Lacan, quelque chose comme le 13 mai, au mois de mai, le 13 mai 64, dans son séminaire, et à partir de ce jour-là, il va conceptualiser la pulsion sadomasochique comme issue de la pulsion invocante, et il ne prononcera plus le mot pulsion invocante une seule fois dans ses écrits. Voilà. Je voulais simplement vous dire en quoi ça m'intéresse fortement ce sujet, parce qu'on entend la formulation freudienne du destin de la pulsion, on pense à la reprise de la pulsion et du destin de la pulsion par Lacan et par ce qu'il a fait de la pulsion invocante. Et quelquefois, on peut nous reprocher dans le monde analytique d'aller chercher cette pulsion invocante comme quelque chose, je l'ai entendu dire par des analystes qui ont dit, bon, il l'a inventé, Lacan, il n'en parle plus après. Et pourtant, nous, on sait bien que depuis la clinique, il y a au un par un, j'ai envie de dire pour l'instant, je pense à certains cas, des pulsions et des destins. Des pulsions, en tout cas, qui viennent prendre corps, racine dans la question de la voix et des signifiants portés par cette pulsion. Voilà, donc je suis passionnée d'avance avant même d'avoir entendu Maurizio. Et donc, Maurizio, je te laisse la parole et on aura un temps de discussion après ce que tu vas nous dire. Ok, merci beaucoup Claire pour cette présentation et aussi pour quelques questions que tu déjà mets en place pour le débat. Oui, c'est intéressant parce que oui, les mots destin, il y a plusieurs, plusieurs significations ou même des contextes un peu différents des mots destination, c'est pas la même chose, je pense. Donc, je pense que c'est destin même, les mots, parce qu'il y a des choses spécifiques là que je vais développer ici et j'espère pouvoir transmettre ce que je pense sur le sujet. Donc, merci beaucoup au CRIVA aussi pour cet espace de discussion, de présentations, des séminaires. Donc, je voudrais remercier beaucoup le CRIVA aussi, Claire. Et remercier tout le monde qui est ici dans ce soir. Bon, je vais présenter une partie de ma recherche des post-doctorats que j'ai développée à l'Université Côte d'Azur à Nice sous la supervision de Jean-Michel Vigues, qui j'imagine que vous connaissez. C'est un psychanalyste français et il travaille aussi sur les croisements voie psychanalyse. Et donc, cette recherche, c'est une partie de mon post-doctorat. Bon, je vais commencer rappelant le destin de la pulsion. Mais je vais faire ça pensant spécifiquement dans la pulsion invocante. Donc, tout ça que Freud a dit à propos du destin de la pulsion, on va maintenant penser comment ça se passe, le destin
de la pulsion. Et après, je vais développer l'autre côté de mon titre, que c'est à la fin de l'analyse. Donc, pour commencer, on va penser le destin de la pulsion invocante. Bon, Freud il a proposé 4 destins de la pulsion. Le refoulement, la sublimation, le retournement sur la personne propre et le renversement dans le contraire. Bon, je vais passer très vite parce que j'imagine que vous connaissez très bien ces formulations freudiennes. Bon, par rapport à les refoulements, on peut dire que la pulsion invocante doit être refoulée. C'est-à-dire, la voix est un réel qui doit être silencié pour que le sujet puisse émerger en cantal. C'est-à-dire, pour le sujet revenir comme un sujet, il faut qu'il parle. Le sujet, c'est toujours un sujet parlant. Et pour la parole prendre sa place, il faut que la voix être silenciée. Donc, ce silenciement de la voix implique aussi les refoulements. Parce que la voix elle-même, la voix pure, elle porte un réel angoissant, un réel que c'est quelque chose d'insupportable. Donc, il faut silencier la voix et ce silenciement, il se passe à travers du refoulement. C'est dans ce sens qui va se développer la théorie du pont sourd que Jean-Michel Vives a développé, parce qu'il dit qu'il faut s'ensourdir devant la voix pour parler comme un sujet de l'inconscient, c'est-à-dire un sujet qui parle sans savoir ce qu'on dit. Donc, sa théorie de Jean-Michel Vives dit qu'il y a un point sourd et il doit avoir cette point sourd. Si le sujet reste dans le réel de la voix, aligné au désir maternel, sans pouvoir trouver son propre désir et sa propre parole, nous sommes dans le champ de la psychose. Donc, cet réel de la voix, chez les névrosés, la voix est refoulée et elle est internalisée comme un surmoi. Et chez la psychose, il y a une jouissance vocale où la voix n'est pas refoulée, donc il n'y a pas un refoulement de la voix. Et les psychotiques, ils restent toujours dans une réelle de la voix. Donc c'est ça, par exemple, l'hallucination vocale, l'hallucination chez les psychotiques. C'est toujours quelque chose d'une réelle de la voix qui reste, qui reste perturbant les sujets. C'est ça la folie, non? La folie, c'est justement la perturbation de l'hallucination. Bon, ça c'est en résumé les refoulements. Je passe très vite pour l'autre destin, qui c'est la sublimation. Bon, il faut dire aussi qu'une partie de la voix doit être sublimée. Et sublimer la pulsion, c'est-à-dire retirer de la pulsion son état brut.
c'est-à-dire retirer son état sexuel pur. Donc, il y a un état sexuel de la voix, et la sublimation, elle arrive sur ce point. Elle arrive un instant, il y a une connexion faible. Dans la sublimation, il y a donc une sorte de retirer cette sexualité de la voix. C'est pas que la sublimation va retirer complètement la sexualité. Nous savons toujours que le destin de la pulsion, c'est toujours partiel. Donc, il n'y a pas un refoulement total de la pulsion et il n'y a pas une sublimation totale de la pulsion. Donc, une partie de la voix doit être sublimée. Et on peut dire que quand on parle ou même quand on chante, nous avons là une voix sublimée. Une sublimation que c'est pas toute la voix est sublimée, il reste quelque chose encore qui n'est pas sublimé, mais d'une façon générale, on peut dire que dans la parole et dans le bavardage ou même dans les chants, il y a une sublimation de la voix. Il y a quelque chose d'un effacement de la voix. Donc, on n'écoute pas la voix, on écoute la parole ou on écoute les chants. Dans notre dernier colloque, Laura Figosi, qui est là maintenant, elle fait une importante remarque pour rapport à la sublimation, qu'elle a dit que la sublimation dans les chants, c'est la sublimation du bruit. Donc, le bruit est sublimé dans les chants. Oui, une affirmation qui je suis tout à fait d'accord, parce que on peut dire que la voix elle-même est sublimée, mais aussi quelques bruits vocaux, quelque chose qui se passe dans ce bruit vocal est aussi sublimé dans les chants. Une sublimation, qu'on peut dire, est une sublimation partielle. C'est pas total, non? C'est toujours une sublimation partielle. Donc, cette sublimation, elle laisse la voix domestiquée, de mode que quand on parle ou quand on chante, on n'écoute pas la voix, mais on écoute la parole, on écoute les chants, on écoute une autre chose que pas la voix elle-même. Et donc ça, c'est, d'une manière résumée, la sublimation de la pulsion invocante. Je vais passer donc l'autre destin et maintenant je vais me fixer un peu dans ces deux destins maintenant parce que c'est le destin plus important dans le sens que je vais vous conduire ce soir. Bon, le prochain destin, le renversement dans le contraire. Bon, la pulsion, on peut dire que la pulsion, c'est toujours active parce qu'il y a une drague, il y a une pression dans la pulsion qui fait que la pulsion est toujours active. Une poussée, en français, c'est pas une pression, c'est une poussée, une drague, non? Une poussée de la pulsion. Au moment qu'on trouve la pulsion dans un état passif ou même réflexif, il y a déjà un renversement dans le contraire.
Donc, c'est-à-dire que les versements dans le contraire, c'est les renversements du actif ou passif. Ou même une troisième option, que c'est, il y a un téléphone qui sonne là. Bon, un instant. Excuse-moi. Je suis tout seul là et le téléphone peut déranger. Bon, donc les passifs ou même les troisième temps, que c'est les réflexifs, ou en français on dit aussi la pacifisation, c'est déjà un renversement dans le contraire. Et donc, pour rapport à ce destin, il y a une différence de la pulsion invocante par rapport à les autres pulsions. Parce que dans la pulsion invocante, il y a deux bords. Différemment d'autres pulsions, qu'en général, il y a une bord seulement. Donc, on peut dire que ces trois temps de la pulsion, les trois temps, l'actif, que c'est écouter, par exemple, écouter une voix, l'actif, les passifs, être écouté, et les réflexifs ou pacifisations, c'est faire écouter. Donc, actif, passif, réflexif, écouter, être écouté, c'est faire écouter. Mais dans la pulsion vocale, il y a, comme je dis, deux bords. Donc, il y a l'oreille qui fait c'est écouter, être écouté, c'est faire écouter, mais il y a aussi la bouche. La bouche, parce qu'à travers de la bouche, on peut dire appeler, être appelé et se faire appeler. Donc, les trois temps de la pulsion invocante du côté de la bouche. Donc, appeler, être appelé et se faire appeler. Et donc, ce débat implique nécessairement une direction à l'autre. C'est quelque chose de différent des autres pulsions où il n'y a pas forcément une direction à l'autre. On peut voir ça dans les schémas. Je vais partager mon écran un instant. Oui, j'espère que ça marche. Oui, d'accord. Bon. C'est très bien, on voit bien. Merci, Claire. Donc, vous voyez, il y a deux schémas. Dans un premier schéma, on peut dire le circuit de la pulsion, les autres pulsions. Il y a une barre, il y a l'objet petit a qui est là, il y a le circuit de la pulsion. Vous pouvez voir que le circuit, il passe pour la barre, il fait un tournement sur l'objet petit a et il revient sur le sujet. Donc, il y a un retournement sur le sujet. Et le plaisir n'est pas prendre l'objet. C'est pas ça. Parce que l'objet A, l'objet petit a, il est inappréhensible. Donc, on ne peut pas toucher, on ne peut pas prendre l'objet. Donc, le plaisir, il est toujours dans la propre barre, dans les parcours qui fait la pulsion.
le parcours de cet entournement. Entournement, ça va le mot, non? Entournement à côté de l'objet. Et il revient vers le sujet. Si vous voyez l'autre schéma, bon, le premier schéma il est très connu, il est dans le séminaire 11 de Lacan. Et le deuxième schéma, que j'ai dit, le circuit de la potion invocante, vous voyez qu'il y a donc deux bords, la bouche et l'oreille. Et il y a aussi un trajet de la potion, un parcours de la potion. Mais vous voyez que ce parcours, on peut dire qu'il part de la bouche, si on prend la bouche comme une référence du début. Il part de la bouche et il va vers l'autre. Donc, il va vers l'oreille de l'autre. Donc, il trouve l'autre. Et ici, Eric Porges, ce schéma-là, j'ai pris du bouquin d'Eric Porges qui s'appelle L'écho de la voix, ou la voix de l'écho, je me trompe là, l'écho de la voix, je pense, ou la voix de l'écho. Donc, il fait ce schéma où il y a deux bords et il met là où c'est pas l'objet A ici, mais c'est le grand A, le grand autre. Donc, c'est-à-dire qui ici, c'est le champ de l'autre. Donc, ici, c'est le champ du sujet, ici, le champ de l'autre. Parce que on peut dire que c'est un destin de la potion invocante aller vers l'autre. Parce qu'on peut faire une comparaison, par exemple, si tu es dans un endroit très bel, très joli, et tu regardes cet endroit et tu as un plaisir scopique. Mais ce plaisir scopique ne nécessite pas, ne nécessite pas forcément la présence de l'autre. Tu peux voir cet endroit, ces paysages, tu peux admirer et tu peux prendre une photo et ça peut donner un plaisir. Mais dans la potion invocante, il y a toujours quelque chose d'un appel à l'autre. C'est par exemple, tu es dans la rue et tu écoutes un cri. Au moment que tu écoutes un cri ou quelques vocalisations, tu vas voir d'où vient cette vocalisation. Tu vas écouter ce cri comme un appel et tu vas répondre à cet appel. Tu vas directionner ton visage ou tu vas s'interroger qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a dans la potion invocante une direction vers l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que ici, bouche et l'oreille signifient le sujet et l'autre. Oui, c'est vrai qu'on peut dire aussi la bouche et l'oreille du même sujet, oui, bien sûr. Mais de toute façon, il y a une dimension de l'autre qui est présente là. C'est quelque chose de différent des autres potions, qui pas forcément il a cette dimension de l'autre. Donc, ici, il y a forcément la dimension de l'autre. Donc, pour rapport à l'inversement dans les contraires, c'est le destin de la potion, on peut dire qui
le renversement, il va se donner dans le champ de l'autre, comme il montre là le schéma, parce qu'il y a aussi un renversement, donc un contraire dans le champ de l'autre. Parce qu'on peut dire que cette, cette pacifisation ou même le temps passif de la pulsion vacante implique la présence de l'autre. Bon, je passe à l'autre destin de la pulsion vacante, que c'est le retournement sur la personne propre. Bon, on voit bien là que la voix, objet de la pulsion vacante, ne retourne pas sur le sujet, mais elle va vers l'autre. Ou si elle retourne vers le sujet, il faut qu'elle passe dans le champ de l'autre avant. Donc, il y a un parcours qui sort du sujet, passe vers l'autre, où il y a l'inversement, et après, elle retourne vers le sujet. Donc, dans le champ de l'autre, il y a une torsion de l'écoute de l'autre. Je pense que ça, c'est ce que Lacan dit aux écrits dans les textes fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse. Il y a un passage très connu que Lacan dit que le sujet reçoit de l'autre son propre message sous la forme inversée. Donc, le sujet reçoit de l'autre son propre message sur une forme inversée. Donc, ce renversement, c'est une fonction de l'autre. C'est une torsion du champ de l'autre. Et je pense que cette affirmation de Lacan dans les écrits, je pense que c'est une direction de l'analyse. Au moment que Lacan parle ça, il parle d'une direction de l'analyse, c'est-à-dire comment on peut penser la fonction de l'analyste dans une analyse. Je pense que c'est ça, c'est de faire une torsion à propos de ces messages qu'il écoute du sujet. Donc, je commence à faire une liaison maintenant entre la fonction de l'analyste et la pulsion vacante. Donc, c'est cette torsion de la voix, cette torsion dans le champ de l'autre, qu'on peut voir bien ici dans le schéma, je commence à faire donc une liaison entre ça et la fonction de l'analyste. Parce que, à mon avis, c'est l'analyste qui va donner au sujet sa propre message, ou son propre message, pardon, sur une forme inversée. Donc, dans l'intervention de l'analyste, il y a aussi quelque chose d'inversion. Il y a la intervention de l'analyste et dans cette intervention, il y a une inversion. Une inversion par rapport à ce qu'il écoute. Donc, on peut dire que l'analyste produit une torsion dans le champ de l'écoute. Et ça me remet, oui, dans un autre texte de Lacan qui s'appelle Littérateur,
Dans le début de ce texte littéraire, il y a, dans le premier paragraphe, il y a une affirmation. Les contre-épées revenant aux lèvres, les renversements à l'oreille. Et les contre-épées, vous savez mieux que moi, c'est les contre-péteries. Donc, Lacan dit simplement, les contre-épées revenant aux lèvres, les renversements à l'oreille. Pour moi, je pense qu'il est en train de dire qu'au moment qu'on parle, au moment qu'on dit quelque chose, et principalement au moment qu'on dit quelque chose dans l'analyse, on fait des contre-épées, on fait des contre-péteries, pas forcément dans le sens strict du terme, mais au moment qu'on parle, on fait des contre-épées et les renversements à l'oreille, c'est une fonction de l'analyste. Donc, justement, ces deux, les contre-épées aux lèvres et le renversement à l'oreille, c'est justement ce schéma de la pulsion invocante, où il y a la bouche et l'oreille, où il y a ces deux bords. Donc, vous voyez, je commence à faire la liaison entre le destin de la pulsion invocante et principalement ces deux destins, le renversement dans le contraire et le retournement sur la personne propre, qui, dans la pulsion invocante, elle va vers l'autre. Donc, ces deux destins, il y a une liaison avec la fonction de l'analyste. Et donc, je pense que la pulsion invocante a une importance très riche pour rapport à la direction de la cure ou la direction de l'analyse, si vous voyez. Donc, l'intervention de l'analyste se fait par une torsion de la voix. Et c'est ça qu'on trouve dans un autre passage très riche de Lacan, dans le séminaire 23, au début du séminaire 23, où Lacan dit « On voit bien que le signifiant se réduit là, à ce qu'il est, à l'équivoque, à une torsion de la voix. On peut résumer la citation, on peut dire que le signifiant se réduit à l'équivoque, à une torsion de la voix. Donc, Lacan, à mon avis, il est en train de dire que le signifiant se réduit à une torsion de la voix. Donc, toutes ces choses très riches que Lacan parle pour rapport à les signifiants, c'est beaucoup de choses qu'il parle pour rapport à les signifiants. Il dit que les signifiants, c'est une torsion de la voix. Donc, cette torsion qui est dans le schéma de Porges. Donc, cette torsion de la voix dans le champ de l'autre, cette torsion de la voix dans l'écoute, dans l'oreille de l'autre, fait un signifiant. Mais je souligne là, je marque l'importance de cette question pour moi. Parce que si on peut dire que se produit là un signifiant, on peut penser que c'est un signifiant nouveau. Parce que dans le séminaire 24, Lacan parle du signifiant nouveau. Ce n'est pas du tout un nouveau signifiant. Un nouveau signifiant, c'est
c'est quelques signifiants qui entrent dans la chaîne langagière. À chaque signifiant qui entre dans la chaîne, à chaque signifiant que je rajoute dans ma association libre, il y a un nouveau signifiant. Mais Lacan parle d'un signifiant nouveau. Un signifiant nouveau, c'est-à-dire un signifiant qui fait une coupure, qui fait une coupure, oui, un coup dans la chaîne signifiant. Un signifiant nouveau, c'est-à-dire un signifiant qui va bouleverser les sujets, qui va produire un effet analytique. Voilà, un effet analytique. Bon, dans le séminaire 24, il dit, il fait une définition du signifiant nouveau. Un signifiant qui n'aurait, comme le réel, aucune espèce de sens. Ça serait peut-être féconde, un moyen de sidération en tout cas. Donc pour lui, un signifiant nouveau, un signifiant qui n'aurait, comme le réel, aucune espèce de sens. Donc, un signifiant nouveau, c'est quelque chose qui fait un coupage dans la chaîne, qui fait un coupage dans le sens, la production du sens. Il fait un coupage là. Donc, un signifiant qui n'aurait aucune espèce de sens. Un moyen de sidération, en tout cas, dit Lacan. Bon, on peut penser donc que tout ce type d'intervention que Lacan a travaillé beaucoup au fond de son enseignement, l'opération de chiffonnage, par exemple, l'opération de forçage, il y a beaucoup un rapport avec ça, parce que le chiffonnage, le forçage a un rapport avec ces choses qu'on peut faire avec la voix. Bon, j'utilise ici le mot chiffonnage, je ne sais pas si tout le monde connaît, et c'est un mot qui n'existe pas en français, le mot chiffonnage. Et il y a chiffonner, oui, donc chiffonner, c'est-à-dire froisser, friter, mais le chiffonnage, ça n'existe pas. Et Lacan fait un néologisme disant chiffonnage. Et il y a aussi le mot chiffon, que c'est un tecido, non, chiffon, où il y a aussi quelque chose de froisé, non, dans le tissu. Bon. Et donc, Lacan dit que la chiffonnage, c'est une opération clinique. Une opération qui consiste, je cite Lacan, qui consiste à se servir d'un mot pour un autre usage que celui pour lequel il est fait. Donc, consiste em se servir d'un mot pour un autre usage de celui pour lequel il est fait. Donc, chiffonner la parole ou les mots, chiffonner les mots, c'est-à-dire faire un autre usage où il n'y aura aucun sens, où il y aura un coupage du sens. Et je pense cette chose de chiffonner, je pense une liaison entre chiffonner et la torsion de la voix. Cette torsion de la voix que Lacan dit dans le séminaire 23, que les signifiants
se réduit à une torsion de la voix. Donc, si on fait une torsion de la voix, on fait quelque chose d'un chiffonnage qui va produire un signifiant nouveau. Un signifiant qui dit dans ce nerf 24 et qui n'aurait aucune espèce de sens. Donc, vous voyez que j'ai fait une liaison entre cette citation de Lacan, une liaison dans ces plusieurs passages de Lacan. Et dans cette citation, j'ai fait mon parcours dans ce moment que c'est un parcours où je vais conduire que ces deux destins de la pulsion vocale ont un rapport très riche à propos de la fin de l'analyse. Parce que le chiffonnage, le forçage, c'est un mot que Lacan a utilisé pour marquer bien la fin de l'analyse, au moment qu'une analyse se finit. Donc, on peut penser que le chiffonnage, il tente d'exproprier l'essence du mot, plutôt que lui en donner un autre. Donc, c'est ça qui fait ce chiffonnage que je prends de Lacan. Et il y a aussi le mot forçage, mais c'est un terme que Lacan utilise aussi. C'est un mot en français qui signifie le forçage, c'est la culture des plantes hors de l'endroit spécifique d'elle, ou dans une autre saison ou un autre endroit. Donc, on appelle ça des forçages, de faire le cultif des plantes hors de la saison ou un autre endroit différent du endroit naturel de la plante. Voilà. Et donc, Lacan prend ces mots, il prend ces mots et comment dire, il conduit ces mots dans le champ psychanalytique pour donner un autre sens à ces mots. Pour Lacan, le forçage dans la psychanalyse, ça veut dire faire une intervention où l'analyste fait sonner autre chose que le sens. Donc, il y a une proximité entre le forçage et le chiffonnage. Faire sonner une autre chose que le sens. Non? Et donc, il y a dans cette intervention de l'analyste, il y a aussi l'inversion et il y a aussi cette forçage qui donne une idée de force, de quelque chose qui n'est pas naturel comme la plante. Il faut forcer la plante se développer dans un autre endroit, dans un autre lieu différent du lieu habituel de la plante. Donc, c'est ça les mots chiffonnage et aussi les forçages. Bon, je suis presque en train de finir, mais je vais donner quelques exemples cliniques, un extrait clinique avant de finir. Mais avant de finir aussi, je vais dire que je vais démontrer ou montrer comment la pulsion vacante et ce destin de la pulsion vacante ont un rapport avec la direction de l'analyse, avec la fonction de l'analyste et aussi la direction de la cure vers la fin de l'analyse. Donc, c'est ça qui
je pense, démontrer ça. Bon, et je vais donner un petit extrait clinique pour dire ou montrer ce type de choses que je suis en train de parler. Bon, il s'agit d'un homme qui est professeur universitaire. Il travaille beaucoup dans l'université, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de demandes. Et il cherche l'analyse complètement épuisée. Et il dit qu'il ne supporte plus, il y a beaucoup de travail, beaucoup de demandes, beaucoup de conflits entre les collègues et tout ça. Et donc, plusieurs fois, il dit qu'il se sent un esclave du travail. Il dit, je me sens un esclave, je travaille beaucoup, et il a beaucoup de douleur dans ces choses qui il parle. Et il y a une caractéristique dans ces professeurs parce qu'il prépare toujours les notes pour la classe. Même s'il est un professeur avec beaucoup d'expérience, c'est un professeur avec une expérience de plus de 20 ans, donc c'est pas un débutant. Mais de toute façon, à chaque classe, il prépare les notes, il prépare tout qu'il va parler et tout ça. Et dans une semaine, après beaucoup de séances de l'analyse, après un temps de l'analyse avec beaucoup de séances, il y a une semaine qu'il arrive dans la séance disant que cette semaine, je n'ai préparé aucune note. J'ai donné ma classe sans préparer aucune note. Et l'analyste lui demande comment ça s'est passé et il dit ça a été une bonne leçon. Et si je dois dire en portugais, j'ai fait aussi une traduction ici pour vous. Il dit ça a été une bonne leçon. Que en português, c'est-à-dire uma boa lição. Et l'analyste fait une torsion homophonique, et l'analyste dit une abolition. Vous voyez qu'en français, c'est pas un jeu homophonique, parce qu'ici, il y a une bonne leçon et en bas, une abolition. Mais écoute bien en portugais. En português, ele dit foi uma boa lição. E l'analyste dit uma abolição. Donc, uma boa lição, uma abolição. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'une tension de la voix, il y a quelque chose d'un chiffonné, d'un chiffonnage de la voix, et sort un signifiant. Un signifiant que je pense que oui, que c'est un signifiant nouveau, parce que c'est un signifiant chargé de sens. Oui, le mot abolition, c'est un mot bien chargé de sens, mais c'est un signifiant nouveau pour ces sujets-là. Parce qu'à partir de ce moment, ils se rendent compte d'une sorte d'abolition. Abolition par rapport à ces esclavages qu'il disait. Il disait toujours, je me sens un esclave, je travaille beaucoup, je me sens un esclave. Donc, c'est une abolition par rapport à ça. Donc, dans l'intervention de l'analyste, il y a une torsion de la voix, d'où sort
un, un signifiant nouveau, le mot abolition, qui fait une coupure dans la chaîne langagière, cette chaîne de beaucoup de réclamations, donc réclamations, non, des plaintes, hein, ces choses qu'il toujours faire de il se plaint, non, beaucoup. Donc, il y a une coupure là, il y a une coupure. Donc, c'est ça que je pense, un petit extrait de ce type de choses. Et une chose qu'on doit remarquer aussi, c'est qu'à partir de ce moment de l'analyse de ce sujet, il y a quelques différences. Il ne parle plus pour rapport au travail. Il commence à travailler d'autres choses dans l'analyse. Il commence à parler de la famille. Il parle de, ses, les enfants, tout ça. Il parle d'autres choses. Mais il finit de parler du travail. Donc, je pense qu'il y a eu un effet analytique, un effet d'abolition et un effet de guérison, on peut dire. Donc, ça me montre aussi la direction pour la fin de l'analyse ou une direction de la cure. Donc, je pense quelque chose par rapport à ça. Et dans ces renversements, dans ces torsions de la voix, et que c'est aussi un destin de la pulsion invocante. Donc, c'est un destin de la pulsion invocante qui est dans la base et fait une contribution pour l'intervention de l'analyste et l'effet de cette intervention. C'est ça que je vais dire. Bon, il y a un autre extrait clinique aussi, mais je pense que c'est bon pour l'instant. Oui, c'est bon pour l'instant. Je préfère parler en... Oui, tu peux avec vous un instant. Oh, c'est fini. Je préfère parler avec vous par rapport à tout ça. Et après, s'il y a du temps, je parle d'autres extracts cliniques aussi. Bon, merci beaucoup de votre attention et de votre écoute et je suis là pour pouvoir parler avec vous. Écoute, c'est nous vraiment qui te remercions beaucoup. Tu as peut-être vu apparaître dans la discussion quelques échos, hein, entre autres d'Isabelle qui devait partir et de Laura Picozzi. Et je crois qu'on vient d'avoir une grande démonstration métapsychologique, puisque j'avais parlé de Freud et de la métapsychologie, c'est-à-dire quelque chose d'un pas à pas, d'une construction d'une pensée, d'un côté, c'est un chemin très linéaire, presque, j'allais dire, on pourrait inventer avec toi une chaîne métapsychologique, tu vois, une chaîne signifiante métapsychologique où vraiment un côté démonstratif impeccable, comme on dirait en français, et en même temps, toutes ces ramifications, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu avançais, tu vois, toi aussi, j'allais dire, il y avait quelque chose, on pourrait aussi inventer une pulsion de savoir, c'est-à-dire que de ta ligne d'horizon, tu allais chercher, tu vois, un objet A dans une théorique et tu revenais sur le chemin. Donc, c'était extrêmement intéressant de suivre ta direction et tes déviations qui n'étaient jamais des dérives, tu vois. Donc, je trouve que c'est une construction en si peu de temps, j'ose dire éblouissante, hein. Je connais tes talents et puis aussi de transmission. Et la dernière vignette clinique, je me rappelle que tu l'avais faite avec justement nos étudiants du DU et entre-temps, ça m'a permis, moi, d'entendre
un patient. Ce que tu as dit du chiffonnage est dans un des livres des colloques Voix Psychanalyse où tu avais écrit quelque chose sur le chiffonnage. Donc, je Oui. redonnerai à tout le monde la référence. Tu la connais peut-être, toi? C'était pas quand on avait fait à bas bruit la voix, peut-être ou... Ah bon, je Euh, retrouverai, voilà. oui, bon, dans ces moments-là, Claire, j'ai parlé aussi de le chiffonnage, Le chiffonnage. mais encore, il me manquait dans ces moments-là qui tu fais référence, L'attention. il a une connexion faible. C'est bon, Oui, on t'entend très bien. oui, mais il me manquait encore le destin de la pulsion invocante. Donc, cette liaison avec la pulsion invocante, j'ai fait maintenant, j'ai fait dans un an avant. Et donc, j'ai fait les liaisons du chiffonnage avec la pulsion invocante. Et au moment que tu fais référence, j'ai travaillé seulement les chiffonnages, pas ces liaisons avec le destin de la potion vocale. Exactement. Exactement, c'est pour ça. Et puis le lien que tu as fait aussi avec cette torsion. J'ai trouvé ça vraiment très passionnant. Je ne veux pas mobiliser le questionnement. J'aurais 3 questions, mais je pense que ça va faire des débats très longs un jour entre nous. La première question, et tu le sais, c'est j'oserais dire une remise en question très modeste sur, pas de toi, de Lacan, donc c'est encore très modeste, mais sur le fait que pour moi, il n'y a pas de trous, la bouche et l'oreille. Pour moi, tu sais que depuis quelques années, je développe le fait qu'il y a 3 trous, en fait. C'est-à-dire que la voix ne vient pas de la bouche. Il y a le trou de la gorge, qui est l'émission du son. Il y a la bouche qui fait des coupures. Et il y a l'oreille. C'est-à-dire que, moi, ça me plairait un jour, mais je crois qu'il faudrait qu'on prenne une semaine à Florianopolis pour essayer de voir comment on pourrait construire un schéma, parce que je n'ai pas besoin de la bouche quelquefois pour appeler, et même j'ai des bruits en tant qu'analyste ou analysant aussi, nous avons des bruits de il y a même des bruits qui peuvent être interprétés, qui peuvent venir faire scansion, ce qui vient rejoindre ce que tu disais du bruit aussi, Laura, l'autre jour, c'est-à-dire comment intervient le bruit, ou même, comme me disait un jour, et c'était très intéressant, c'était pas le chiffonnage, un patient m'a parlé du plissage, parce qu'il entendait j'ai déplié mes jambes, et ça Ah a oui. fait le bruit du vêtement. Et il m'a dit le plissage. Or, il y avait pour lui pli, sage. C'est-à-dire que tu vois, la femme pouvait déplier les jambes et que ça reste sage. Le plissage. Mhm. Ça, je crois que cette question des 3 trous, c'est important parce qu'il y a appeler, être appelé, se faire appeler, 3 temps. Écouter, être écouté, se faire écouter, nous on dit en français se faire entendre aussi, ce qui va du côté du Entendre, oui. sens. Mais il y a Ouais. aussi avec ça couper, être coupé, se faire couper. C'est-à-dire que c'est là aussi que se passe le signifiant avec la bouche, c'est quelle est cette possibilité de couper. Et c'est là, bon, je ne reviens pas sur la question des symptômes, beaucoup sont ici au courant, mais si tu veux, je repense à Loni qui travaille sur le bégaiement, puisque le bégaiement, il y a quelque chose qui vient trop couper à ce niveau-là, alors que la dysphonie spasmodique dont on parlera en séminaire vient trop couper, il y a une coupure, tu as dit coupage d'ailleurs tout à l'heure, une coupure à ce niveau-là. Donc il y a la question de ces 3 bords et la façon dont ça peut faire retour. Ça, c'était une première chose, je crois que j'aimerais un jour vraiment qu'on essaye de développer. La deuxième, je trouvais, c'est à la fois une question très ouverte sur ce moment important où dans ton développement, tu mets l'analyste, qui est la fonction de l'analyste dans ce aussi retournement et torsion de la pulsion invocante, et la fonction de l'analyste
comment lui aussi est appelé, se faire appeler. Bon, la façon dont ça, la chaîne signifiante l'appelle, le signifiant fait un tour par l'oreille de l'analyste et aussi ses interprétations et sa voix pour revenir à l'analysant. Hein, et bon, le développement que tu as fait qui est très intéressant. Mais là aussi, je pense que tu as été vers le signifiant aussi. Hein, et quand tu as parlé des contrepétries, il y a des signifiants, mais c'est intéressant aussi, et je crois que pour rejoindre avec ce que disait Laura l'autre jour, c'est-à-dire qu'il y a les bruits de voix de l'analyste, il y a aussi l'intonation, la prosodie. Quand on change d'intonation, euh, c'est quelquefois l'analysant dit, mais c'est une question là, alors je dois y répondre, ou bien, ah, mais à votre ton de voix, là, vous sembliez surprise, par exemple. Tu vois, quelque chose où brusquement détaché du signifiant, il y a la voix de l'analyste qui peut faire interprétation et il y a les signifiants. Un petit peu comme pour ce que tu viens de dire, mais j'ai un exemple, mais à l'instant, la dernière patiente, je vais très vite. En 2 mots, sa mère l'a abandonnée à la naissance. Son père était d'une autre langue qu'elle refuse de parler et c'est un psychotique enfermé qu'elle a beaucoup soutenu. C'était la seule à essayer de comprendre le langage fou du père. Je vais très vite. Hein. Elle a une compagne d'un autre pays qui parle une autre langue et elle est extrêmement agacée parce que sa compagne se met au russe. Bon. Le rêve est qu'elle est sur une langue de mer. Alors, il y a la langue de la mer, tu l'entends, la mer, mais en français, on a mer, ce qu'on appelle une langue de mer, c'est une avancée de la mer dans la terre ou une avancée de la terre dans la mer. Elle conduit, c'est quelqu'un qui conduit toujours tout, elle contrôle, hein. Elle conduit une voiture sur la langue de mer, elle est agacée par la compagne qui parle russe, et elle découvre, elle a beaucoup de rêves d'architecture, un paysage où elle a beaucoup de mal, où il y a beaucoup d'architecture, mais des architectures ouvertes. Bon, elle est très... Un paysage qu'elle n'aurait pas su inventer. Bon, elle est prise par ça. Bon, on parle du rêve, évidemment, avec la langue de mer, la langue russe. Puis elle me dit, puis alors, je ne vous ai pas dit, c'est fou mon rêve, parce que c'est la Norvège. Et je dis, Norvège, parce qu'elle a dit, c'est la Norvège. Elle a eu Norvège. Je lui dis la Norvège. Ah, elle dit mon père perdait le nord. C'est une expression quand on perd, tu vois, quand on perd l'orientation dans sa parole ou quand on est perdu, on dit je perds le nord en français. Elle me dit ah là là, mon père perdait le nord. Moi, ça a toujours été ma peur de perdre le nord. Alors, quand je dis Norvège, je vais vers le nord, je ne réponds pas. Elle reprend et au lieu de dire je vais vers le nord, elle dit je verge vers le nord. La verge, c'est un mot pour le pénis. Elle me dit, vous voyez ce que vous me faites dire? Moi qui suis homosexuelle, alors, la Norvège, c'est nos verges. Mais c'était magnifique le travail, tu vois. Norvège, je vais vers le nord, perdre le nord, et nos verges. Donc toi, par rapport à ta contrepétrie, ça vient de se passer en séance. Et moi, j'ai pensé à toi, je ne savais pas que tu en parlerais ce soir, avec le chiffonnage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de chiffonner? Dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que quand je te réentendais parler de chiffonnage, de torsion, en plus enseigné par cette patiente qui avait osé jouer avec ce mot Norvège. Bon. Je pensais vraiment, tu sais, ce séminaire de Lacan sur l'étourdi. Parce que ce n'est pas ce que l'on dit qui dit. Dans l'ailleurs de ce que l'on dit, c'est le tour. Les tours disent. C'est-à-dire, tu sais, c'est la question de la torsion. Ce n'est pas tant le langage dans sa signification, la chaîne signifiante, l'enchaînement, la logique. Et tu sais combien c'est dur pour l'analysant de perdre cette logique
pour pouvoir se laisser dévier un moment, mais l'étourdit. Et je me suis dit que chiffonnage, c'est quand même la fin de sa vie. Hein, à Lacan, chiffonnage, torsion, c'est l'étourdi. Et j'aurais une dernière question, mais pour beaucoup plus tard, c'est quand même dans le destin métapsychologique des pulsions, le destin de la pulsion, arrive quand même 5 ans après la pulsion de mort. Donc, quand tu évoquais tout à l'heure l'effacement de la voix dans le refoulement, hein, quand tu parlais aussi de l'effacement du bruit dans la sublimation, je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas quelque chose aussi presque du risque d'une déliaison à un moment entre la voix et la parole, et que ça peut être ça, on joue avec dans la glossolalie, hein, je remets en scène ce que tu disais la fois dernière, mais justement chez ces patients qui parlent sans que la parole soit habitée, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas comme une sorte d'estin du côté de déliaison en pensant à la pulsion de mort? Il faut que je t'envoie, c'est dommage qu'il ne soit pas là, Emmanuel Constantopoulos à Tolède a démontré lui aussi une proximité entre pulsion invocante et pulsion de mort. Comment la pulsion invocante est travaillée par la pulsion de mort. J'en dis pas plus, mais là, tu nous ouvres plein de perspectives et je laisse la parole aux auditeurs. Oui. Sauf si tu as envie de dire quelque chose là. Oui, je vais dire très vite quelque chose par rapport à ça que tu as dit. Pour rapport à les trois trous, je suis tout à fait d'accord. Et maintenant, je me rappelle que j'ai déjà entendu une exposition de toi par rapport à ça. Mais en fait, dans le travail, j'ai oublié un peu sa référence. Mais c'est quand même intéressant parce que les trois, ils sortent les deux du double, non? Donc, un troisième, c'est intéressant parce que c'est les trois tons de la pulsion et donc c'est les trois trous, les trois bords de la pulsion vocale. C'est intéressant ça. Et puis il y a la Oui, construction de Lacan aussi avec ses trois anneaux. Enfin, oui, oui. à jouer aussi avec les trois anneaux Le nœud, et le avec nœud de A au milieu. Romaine. Oui, oui, bien sûr. Et par rapport à cet exemple que tu as donné du Norvège, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'interventions qu'on peut faire en tant qu'analyste et que c'est pas forcément une torsion de la voix. Il y a beaucoup de torsions du signifiant Oui, dans un champ symbolique. Mais, à mon avis, cette torsion du signifiant dans un champ symbolique et un champ qu'on peut dire traditionnel de la psychanalyse, cet type d'intervention, c'est possible à partir d'une torsion de la voix. oui. Donc, même si on n'en fait pas une torsion avec la voix, mais avec les signifiants, ça c'est possible parce qu'il y a dans la métapsychologie une torsion de la voix. Donc, la voix, elle a un lien très important dans la psychanalyse, dans la constitution du sujet et dans la clinique psychanalytique. Donc, c'est ça que je pense que c'est intéressant. Même par rapport à l'exemple que j'ai donné, par rapport à l'abolition, on peut dire, et Jean-Michel Vivez m'a questionné, non, mais il n'y a pas la voix là, il y a les signifiants, tout ça. Bon, mais j'ai argumenté, j'ai dit à lui que oui, il y a les signifiants, c'est une opération, une intervention avec les signifiants, mais ça, il est possible à partir de la torsion de la voix. Et donc, c'est ça que je pense, oui, pour rapport à l'étourdi. En fait, c'est un texte pour, comment dire, pour ramener non, au Ramener. débat. Ramener Oui, au débat tout à fait. l'étourdi. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Oui, oui. Ça ouvre beaucoup de choses. Des questions parmi vous tous?
Véronique, oui, c'est Oui, ça? oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez le dire, est-ce que si j'ai un peu entendu, que la torsion du signifiant, finalement, ça concerne, enfin, du coup, j'ai perdu un peu la question, alors c'est pour ça, mais c'est la jouissance. En fait, c'est entre la torsion, j'allais dire, simple, symbolique, et la torsion du signifiant avec la voix. En fait, quand il y a la voix, c'est la jouissance voilà, c'est la jouissance du signifiant qui est emprisonnée dans le signifiant. Que la voix met en relief, quand la voix se rajoute au symbolique du signifiant. C'est que dans l'exemple en portugais, je ne parle pas portugais, mais vous l'avez très bien décrit, dans l'exemple en portugais, on entend bien cet écart entre le symbolique et puis ce que la voix apporte. Alors, c'est la jouissance sonore, je le dis peut-être un peu simplement comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui se met en jeu, qui apporte alors un plus, je dis aussi comme ça, mais du coup, ce qui est opérant aussi, c'est de pointer la jouissance, parce que par rapport à la bonne leçon et l'abolition aussi, c'est aussi sortir un peu de cette jouissance en boucle. Oui. Et voilà, c'était... Oui. Je suis d'accord avec toi parce qu'au moment que le sujet parle, il y a une jouissance. Il y a une jouissance de la parole, il y a une jouissance du mot. Donc, si on peut faire quelque intervention pour rapport à cette torsion, c'est-à-dire aussi couper la jouissance ou c'est-à-dire faire une torsion aussi de la jouissance. Parce que cette torsion, non, cette jouissance, c'est aussi une jouissance du symptôme. Par exemple, ce professeur qui disait toujours je me sens épuisé, je me sens un esclave et tout ça. Donc, il y a une jouissance dans ce signifiant-là. Il y a une jouissance du symptôme parce qu'il se met dans ce symptôme et il reste là et c'est un mélange entre les symptômes et la jouissance. Donc, si on peut faire une torsion, si on peut couper cette chaîne, on coupe la jouissance par rapport à ça et on coupe aussi les symptômes. Il faut rappeler que cet effet, c'est pas une magie, c'est pas un moment qu'on dit quelque chose et que oui, l'abolition, ça arrive. C'est pas une magie, c'est un travail avec beaucoup de séances. Et donc, il y a eu un moment que tout ça, comment dire, c'est concentré dans ce moment. Donc, c'est un moment emblématique, on peut dire, de tout ça. Et par rapport à la jouissance, j'ai un bouquin que j'ai écrit en portugais et qui pour moi, dans ce sens, il y a une guérison du symptôme, mais par rapport à la jouissance, c'est pas une arrêt de la jouissance, mais une transformation de la jouissance. Parce que la jouissance, c'est quelque chose du pouvoir que le sujet, il ne laisse pas il ne quitte pas la jouissance. Donc, il faut transformer la jouissance. Et cette jouissance avec le symptôme, il faut transformer dans une jouissance avec les symptômes avec TH. Oui. Mais ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est d'autres choses. Merci. D'ailleurs, dans le séminaire l'autre séminaire sur l'ailleurs, je fais à Espace, on a beaucoup parlé, on a fait le lien entre l'au-delà
du principe de plaisir. Et Mhm. moi, j'ai traité l'ailleurs chez Lacan comme plus de jouir, même au-delà, voilà, au-delà de la jouissance. Et c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup travaillé sur, tu dois connaître ça, tu sais, le symptôme fourré de jouissance. Le symptôme est Fourré. fourré de jouissance. Alors, tu connais nos gâteaux Et français, les mots fourrés du chat. fourré, F-O-U-2-R-E. Alors, par exemple, je vais te donner un C'est-à-dire, exemple. Est-ce que tu connais nos gâteaux français, toi, quand tu viens en France, qu'on appelle les ouais, éclairs au chocolat ou les éclairs au café? Tu vois, tu as deux ouais. couches, la couche du Mhm. dessous, la couche dessus, et c'est fourré de chocolat, c'est Ah oui, rempli, fourré. Ouais. fourré, c'est rempli de chocolat, de jouissance. Donc, c'est Mhm. intéressant de penser que peut-être le signifiant aussi, il est fourré de la jouissance vocale et inversement, hein, peut-être ça serait intéressant de voir s'il y a un renversement là aussi possible. Hein. D'accord. Oui, 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 Quelqu'un c'est d'autre ça. voudrait prendre la parole? Oui, Ça, c'est la voix de Dominique, c'est ça? c'est Dominique, oui. Ah, C'est Dominique, oui. alors D'abord, oui. je dois dire Ah, combien j'ai eu un plaisir permanent. Malheureusement, j'ai raté le début, mais un plaisir permanent de reconnaissance. C'est comme si j'entendais dit à haute voix un certain nombre de réflexions et d'expériences liées à la question de l'écho, du miroir, de l'opposition de phase, et de cette question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse sur comment se fait-il que dans un corps humain, ce soit la partie gauche du cerveau qui s'occupe du côté droit du corps et inversement. Et les biologistes n'ont pas trouvé de réponse absolument, enfin, en tout cas pour moi, pas du tout vraiment convaincante. Et ça me renvoie à cela. Et peut-être beaucoup d'autres choses aussi, mais je voulais surtout remercier le travail parce que j'ai eu l'impression d'accompagner une pensée à l'œuvre et très Mhm. éclairante. Très éclairante. Hein. C'est le grand A, là, la boucle autour du grand A qui contourne le grand A. Je ne sais pas encore tout ce que je vais en faire, mais ça me parle beaucoup. Merci beaucoup. accompagner, être accompagné, se faire accompagner. Oui, Bravo oui, c'est Claire, presque bravo. la même chose d'entendre, être entendu, se faire entendre. Merci à toi, Dominique, pour ces mots et c'est un plaisir Ah, que vous êtes là. Merci beaucoup. oui, avec joie. Alors, Je peux rajouter une association d'idées. tu Oui. peux, bien sûr. Lorsque tu as parlé de chiffonnage, c'est surtout quand tu as dit chiffon que j'ai entendu fond, F-H-O-N. Et je me dis, tiens, il y a de la phonée. Et puis, j'ai entendu siphon. Et je me dis, tiens, il y a du siphonnage. Alors, intrigué par l'étymologie, j'ai eu le temps d'aller ouvrir mon dictionnaire étymologique et d'apprendre que le siphon, à l'origine, c'est un terme de marin et qui désignerait la rencontre tumultueuse des vents. Et que ça peut prendre la forme d'une élévation d'une colonne d'eau. Alors à ce moment-là, la torsion évoquée dans ton dessin pouvait tout d'un coup devenir la torsion tourbillonnaire d'un événement qui change de l'horizontal au vertical, pour simplifier. Mais j'ai trouvé l'image extrêmement parlante par simple glissement du chiffon au siphon et peut-être au typhon du coup, et toujours avec le phoné en arrière, avec la voix qui déclenche ce mouvement-là. Donc, ça me paraît très, très, très parlant. D'accord. Merci. Je peux dire une très bonne écoute de ta part parce que tu parles de siphon. Siphon, c'est cette tube qui fait la liaison dans les toilettes, non? Entre je ne sais pas comment dire. C'est Oui, ça, oui. non? Oui. L'évacuation, oui. L'évacuation. Bon, oui, En oui, fait, bien sûr. c'est une torsion dans le tuyau qui permet que de l'eau reste
et fasse que le côté du tuyau dans lequel il y a les odeurs, ces odeurs ne peuvent pas remonter dans les toilettes. C'est ça le siphon. C'est donc quelque chose qui a cette forme-là et qui Oui, fait que dedans il y a de l'eau. Et c'est donc la transformation par l'usage de cette rencontre tumultueuse des vents. Là, on a un glissement de sens énorme, mais en même temps, c'est aussi ce qui bouche le tuyau. d'accord. Donc, Oui. dans le siphonnage, typhonnage, ça a aussi à voir avec un tuyau. D'ailleurs, l'usage en latin, au départ, c'était un tuyau. D'accord. Et je disais que c'était une très bonne écoute de ta part parce qu'il y a un psychanalyste argentin, il est déjà mort, qui s'appelle Roberto Harari, hein, dans la prononciation française, Roberto Harari. Et au moment qu'il parle de la chiffonnage, il fait une référence aussi au siphon. J'ai lu ça et j'ai trouvé un peu bizarre et je ne prends pas en considération ces références au siphon, mais de toute façon, il dit qu'il y a dans les siphons ces mouvements comme ouvrir et fermer, et donc il y a une mobilité et il fait une référence s'il y a de l'eau dedans. Et si on fait comme ça, l'eau, elle sort dans une pression. Et il fait en fait, on ne fait pas dans les toilettes ça, non. Mais si on prend le tube et on fait comme ça, hein, avec l'eau qu'il y a dedans, et elle sort dans une pression. Et il fait une référence à ça en disant que euh, c'est la forme que l'analyste doit intervenir dans un acte avec une pression, disant quelque chose avec une violence. Pas une violence excessive, pas ça, mais c'est un acte d'analyste, c'est pas une intervention explicative ou une interprétation avec beaucoup de mots et tout ça. Non, c'est une précision, une intervention très précise, très brève et avec quelque chose de violence et de force. Et c'est pour ça qu'il dit que Lacan utilise le mot forçage, où il y a quelque chose de force. Donc, il fait cette référence aussi au siphon. Roberto Harari. Donc, allez. Ok, merci. d'accord, merci à toi. Franck, non? Je voyais le corps appelant, le corps invoquant avant la voix, non? Oui, oui, moi, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. Et alors, moi, je me suis fait beaucoup de parallèles avec, avec l'intervention d'Alain Didier Veil sur le DU en 2018 et la définition de la pulsion invocante qu'il a donnée en parlant de la mutation subjective qui se fait chez le sujet lorsqu'il est soumis à la musique. Et alors, ce qui m'est venu avec effectivement la torsion que vous avez montré un exemple, c'est vrai que ce n'est pas une torsion du signifiant, bien qu'elle y soit, puisqu'elle est là de fait, mais je dirais, c'est la torsion musicale, presque, en ce sens que les deux mots sont contractés en un seul, donc il y a un temps qui est enlevé, qui fait qu'ils en constituent un autre, et que l'inflexion musicale et l'intonation du mot varient sensiblement. Et il y a cette nouvelle musique
voilà, qui ben, de fait, arrive de plein fouet dans l'oreille du patient. Et donc, il disait, effectivement, c'est cette mutation qui est faite quand on est soumis à la musique et qui pointe chez le sujet un point X, alors un point de surdité, un point qu'il a tué à lui-même, et donc qui fait entendre cette musique comme une présence autre qui nous écoute, elle serait l'auditrice, c'est ça, hein, si je me souviens bien, et qui dit de ce point X, j'entends en toi ce dont ta surdité t'a privé. D'accord. Donc c'est voilà, peut-être cette torsion musicale, voilà, c'est vraiment ce qui est venu. C'est Oui. ça, il avait développé l'hypothèse que nous sommes appelés par la musique. Ce n'est pas que nous allons vers la musique, qu'il y aurait un mouvement de sublimation d'aller vers la musique ou de s'élever vers la musique. C'est qu'il y a un moment, ce serait comme un grand autre. Voilà, la vocation musicale, un grand autre qui appelle, mais parce que qui peut aller toucher un point sourd et presque le réveiller. Oui. Il y avait Olivier Courtemanche qui voulait dire quelque chose aussi. Un instant seulement, Olivier. Bien sûr. Oui, un instant pour faire les commentaires. En fait, c'est la musique qui nous entend, non? Donc, Oui. il y a cet inversement aussi, la musique qui nous entend, et non nous qui entendrons la musique, non? Mais pour rapport à cette surdité du sujet, oui, nous sommes toujours sourds pour rapport à notre propre voix. Et ça, c'est une chose importante. Pour constituer le sujet, il faut qu'il s'ensourdisse face à sa propre voix. Il s'assourdisse. Il s'assourdisse, merci. Il s'assourdisse à sa propre voix. À sa propre voix. Et donc, ça fait un effet de constitution du sujet, mais aussi cette surdité implique plusieurs symptômes aussi. Donc, il y a un malaise là. Donc, si on refoule la pulsion, Freud dit ça, si on refoule la pulsion, il y a un malaise qui revient. Donc, il y a cette surdité produit des symptômes. Donc, il faut aller à l'analyste pour lui écouter ça que je peux pas écouter de ma propre voix. Moi, tout seul, je peux pas écouter. Donc, il faut aller à l'analyste et parler à lui, tout ça. Donc, c'est ça les principes de la psychanalyse. Oui, merci. Olivier. Oui, je faisais juste peut-être une association qui m'est venue avec chiffonnage, torsion et forçage. Est-ce que Freud n'aurait pas vu ça dans le Moïse de Michel-Ange? Puisqu'il parle de cette torsion et le chiffonnage des plis et le forçage du marbre qui donne une espèce de mouvement, comme tu dis, dans cette... voilà, c'était juste une image comme le Moïse. Oui. Bon. Et il dit qu'il a été retourné. Il a été aussi retourné par ce Moïse. Et il y a même le retournement du livre de la loi, puisqu'il dit que c'est même impossible, qu'on ne sait pas si le livre, il le retient ou s'il va tomber, en fait. Il y a quelque chose, presque un impossible de l'architecture dans ce qu'a conçu Michel-Ange. D'accord. Bon, les Moïse, ce n'est pas un texte que j'ai bien travaillé, et donc je ne peux pas faire un commentaire solide pour rapport à ça, mais ma hypothèse, c'est que ce truc de chiffonnage, forçage, Freud faisait aussi sans le savoir.
il y a un passage dans le cas des hommes et rats et qui on peut voir bien ces chiffonnages quand l'homme et rat il est en train de prier, prier. Il est en train de prier. Il dit une chose pour rapport le prénom de la femme qu'il aime, qui est Gisèle, et après il dit Amen. Donc il dit Gisèle Amen, Gisèle Amen, Gisèle Amen, Gisèle Amen. Et Freud fait une intervention disant Gisèle Semen. Je ne sais pas en français, semaine, Semaine. Semaine, oui. C'est les choses qui sortent du pénis, comment dire, les semaines. Oui, c'est ça le mot, semaine? Non. Moi, je ne le revois pas, le passage de l'homme au rat. Semence. Semence. C'est la semence. Oui. Ah, semence, le mot? C'est à Gisèle et Gisèle Amen. Gisèle Amen. Gisèle et après Amen. Oui, mais en allemand, c'est Gisèle Amen. Oui. Oui, mais Freud fait une intervention qui dit Gisèle et les mots, je vais trouver ici les mots. Un instant. Je cherche là, un instant. Ah, oui, c'est les spermes. C'est pareil comme sperme. Mais en portugais, on dit semen. Et je ne sais pas, en français, c'est pas le même. Les homophonique, c'est pas homophonique en français. Oui, c'est pas homophonique. Oui. C'est pas homophonique parce qu'en portugais, c'est homophonique aussi. Ah. Et je crois qu'en allemand aussi, parce que Gisèle et sperme, c'est-à-dire Gisèle semen. Donc, c'est ça. Bon, dans ce passage, en fait, il faut retrouver le passage. En français, je n'arrive pas. Il y a, à mon avis, aussi une intervention dans le champ du chiffonnage. Et Freud fait ça sans savoir qu'il est en train de faire. Donc, et c'est Lacan qui a développé ça du point de vue théorique, a travaillé ça par rapport à la théorie. Mais comme une intervention, elle était déjà dans l'écoute de Freud, dans l'intervention de Freud. Oui, c'est comme la guêpe, la vespe, la guêpe dans l'homme au loup aussi. Voilà, il joue avec ce qu'il entend. Enfin, il y a même un chapitre de l'interprétation du rêve aussi qui y consacre, hein, effectivement. Oui. D'où l'idée du rébut. Voilà. Oui. Il y a plusieurs passages qui... il faut récupérer en Freud pour montrer qu'il avait, dans Freud, il y avait ce type d'intervention. Ce n'est pas forcément l'intervention interprétative et tout ça, mais explicative, tout ça. Non, c'est une intervention aussi dans les champs de la voix. C'est ça un beau sujet de recherche, hein, le chiffonnage chez Freud. Oui. Oui, ça serait beau d'aller rechercher où est-ce qu'il était déjà, c'était déjà là. Oui. D'accord. D'autres questions? Je veux bien dire, oui, je veux bien dire quelque chose. D'abord, vous remercier beaucoup parce que c'est vrai que c'est une ouverture tout au long de ce que j'ai entendu ce soir. Et je suis encore sous l'effet des mots que vous avez employés et qui ont été beaucoup repris, de chiffonnage et de forçage. Et tout d'un coup, le mot forçage, je l'ai entendu avec le verbe forer. For, sage.
le fait de devenir, le passage à je. Donc, et avec le plissage et dedans, c'est vrai, la façon de l'importance par la voix et avec toutes les richesses, les déviations que ça va prendre, comme ça, sans s'apercevoir. Et est apparu après un mot qu'employait Alain Didier Veil, qui était étonné. Quand il parlait de l'étonnement, il disait étonné. Et c'est un mot que moi-même j'ai beaucoup employé, qui m'a été beaucoup redit. Et là, suite à ce que j'ai entendu ce soir, et grâce aussi à ce qu'a dit Claire Gilly avec la Norvège et le déplacement de la lettre qui a fait nos verges, le R de l'autre côté, je disais, mais étonné, je ne sais pas combien de fois j'ai pu le dire, et pour la première fois, en déplaçant la N, la lettre N, ça fait entonner. Et de passer de étonné, être surpris de ce qu'on peut dire, mais ça ne suffit pas. Il y a le passage à faire, justement, à peut-être accepter tout le chiffonnage, le plissage, le déploiement, le fort ça qui te vient, fort ça, pour passer à je. Et puis, tu peux alors entonner. Passer de l'étonné, d'ailleurs, l'étau, on peut aussi entendre l'étau comme quelque chose d'extrêmement... L'étau de la naissance. Quand l'enfant sort, passe par le vagin, voilà, il y a pas de cri encore, je ne sais pas s'il entend quelque chose. En tout cas, il y a un passage à forer. Et il surgit, et étonné par la vie, et puis il faut passer à entonner. Alors merci pour tout ça. Oui, merci à toi, Monique. Oui, et j'ai trouvé intéressant parce que si on fait l'effort ça, j'ai, Oui. On passe de ça au G. Oui. C'est justement ça qui Freud a dit. Wo es war, soll ich werden. Oui, wo es war, soll ich werden. Hein? Où il y a le ça, le G doit devenir. Donc, pour ça, G. On arrive dans les G. Oui, tu connais en français, Maurizio, entonner, on dit qu'on va entonner un chant. Oui. Par exemple, tu vois, quand on était tous ensemble, tu vois, là, dans la cabane de pêcheurs, et puis d'un seul coup, quelqu'un, c'était ton collègue de linguistique, a entonné un chant. C'est le moment où on entre dans la voix, dans le chant. Tu vois, on était là, dans la parole, et quelqu'un entonne, il y a un surgissement. Voilà, un surgissement de la voix. C'est ça, entonner, c'est le moment où je commence à chanter, c'est la genèse. À chanter, oui. C'est ça. Oui, il y a un rapport avec le ton. Oui, oui. Le ton. Quand on dit qu'on détonne, détonner, c'est chanter faux. Oui, bien sûr. Mais en plus, bon, je crois qu'on t'admire tous d'avoir en plus déployé tout ça en français dans une autre langue. Hein. C'est vraiment une acrobatie. Oui, oui, bien sûr. J'ai un petit exemple un peu au ras des pâquerettes. J'ai un atelier de découpage, je le vois autrement avec... un atelier de découpage avec des enfants autistes et psychotiques, avec des collègues, on fait ça à plusieurs. Et je suis en train de le regarder autrement. C'est découpage, chiffonnage, papier plié, rassemblé, voilà, comme ça vient, comme on peut. Et en fait, il y a un petit gamin, je vais dire turbulent pour faire très, très court,
qui est beaucoup dans l'opposition, qui dit non, il était toujours dans le non il voulait emmener tout chez lui dans son sac, et puis c'est récurrent. Et à un moment, donc, de ce découpage, pliage, chiffonnage, on est parti, sans réfléchir, à entonner un chant autour du non. On s'est mis à chanter, non, 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 enfin bon, etc. Et alors, du coup, l'opposition est tombée. C'est-à-dire que le petit gamin, il s'est mis à rire, et puis après, du coup, il a lâché l'affaire et il a accepté de troquer des petits objets qu'il voulait emmener de l'institution chez lui, qu'il avait emballé comme cadeau, pour écrire un chant avec une des personnes qui étaient là, qui était un chant très scandé autour du voilà. Et il a accepté de lâcher à notre surprise. Mais voilà, du coup, à travers ce que vous avez dit, je vois ça vraiment très différemment. Voilà, merci. Merci à vous aussi. Oui, c'est intéressant ça. Moi, Je voudrais quand même vous remercier aussi, Déborah, donc. Et en fait, j'ai fait une association en tant que dans les cours de chant également. En fait, l'élève a souvent besoin de s'écouter. Et l'invitation pour le prof de chant, c'est plutôt de l'amener à ne pas s'écouter pour laisser justement sa voix émerger dans une pureté et dans cette non-écoute de soi. Et donc, ça m'a fait le lien entre l'analysant qui écoute et qui va justement, on va dire, laisser ce point sourd émerger. Et dans le chanteur, en fait, il y a ce forçage. L'élève débutant va forcer sa voix pour pouvoir être plus entendu, va souvent avoir besoin de l'exprimer très fortement, la maltraiter dans ce forçage. Oui, Donc, oui, voilà. il y a un rapport C'est entre... riche, il y a beaucoup de choses, mais oui. Oui, et je pense qu'il y a un rapport entre le travail de l'analyste et le travail des professeurs du chant, parce que dans la constitution subjective, il faut effacer la voix pour pouvoir parler. Mais dans le processus de l'analyse, il faut aussi le contraire. Il faut trouver sa voix, il faut écouter sa voix. Donc, il faut quelque chose de faire le contraire de la constitution subjective. Donc, de pouvoir écouter quelque chose de soi-même. Ces choses qui, dans un autre moment, a été effacée, refoulée, ou je ne sais pas quoi. Maintenant, il faut écouter. Donc, c'est un travail un peu pareil. Il garde des différences, oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui a d'articulation, l'analyste et le professeur du chant ou les chanteurs. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est vrai que ces liens vont encore travailler. C'était très, très riche pour justement rechercher davantage. Merci beaucoup. D'accord. Merci à toi, Déborah. Maurizio, il est 22h30 exactement. Oui. Voilà. Tu m'avais demandé de veiller au temps et je crois que tu as encore une intervention à faire. Oui. Donc voilà, je t'enverrai l'enregistrement si tu veux. Ça a été extrêmement intéressant pour réentendre cela. Si tu peux retrouver la référence du livre dans lequel tu parles de ce chiffonnage, je crois que ça va être important que je l'envoie à toutes les personnes présentes. Je pense que l'ONI aura repéré qui est là. Je pense qu'on a les adresses mail des personnes présentes et dans ce cas-là, j'enverrai. De toute façon, si tu m'y autorises, j'ai encore ton texte au moment de l'édition. Oui, bien sûr. Si tu m'autorises, en sachant que dans ce cas-là, il transite entre nous et on ne le divulgue pas, tu vois, c'est un document de travail pour nous et aussi par rapport à l'éditeur. Je crois que ça vaut la peine qu'on lise, même si j'entends qu'à l'époque, tu ne l'avais pas encore raccordé
à tout le reste, mais déjà tout ce que tu avais déployé était extrêmement important et comme ça, on va pouvoir retrouver cet exemple Oui. en portugais. Et il y a un texte aussi par rapport à cet exposé que j'ai mis dans les WhatsApp et tu peux compartir aussi ce texte. Ah, là, tu me l'as mis dans mon téléphone WhatsApp? Je ne sais pas si dans ton téléphone ou dans les groupes du Criva. Oui, je ne me rappelle pas. D'accord. Peut-être dans les groupes du Criva. Oui, mais je peux renvoyer tout. Dans ce cas-là, je veux bien que tu me le renvoies et je renvoie Oui, ça je à tout renvoie. le monde et le texte, hein, ce qui va nous permettre comme ça de pouvoir continuer à travailler. En tout cas, bon, merci à toi pour ta disponibilité, la clarté de ton exposé, nous emmener dans quelque chose, dans cette construction, véritable architecture de pensée. Oui, merci à toi, Claire, aussi. Merci au Criva pour cette ouverture et merci à tous vous qui sont là. Et merci pour m'écouter. Et je dois demander quelques excuses par rapport à mon français. Parfois, il fait des chiffonnages aussi. Il glisse dans un autre son, ce n'est pas le bon son, mais c'est une bonne leçon de toute façon. Merci beaucoup. Merci à toi et bonne fin de journée dans un nouveau lieu de travail. Au revoir. Oui, au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, eh ben, nous allons bientôt nous séparer ce soir. Là, on a vraiment eu la chance d'avoir cet exposé. Là, ça nous fait toute une richesse d'exposés. Vous avez la date du prochain séminaire?